Ah, vous êtes là, vite, venez avec moi. Ah, j'ai oublié de vous dire, on va parler de précipitation aujourd'hui. Allez, venez. Alors la précipitation, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un phénomène qui apparaît lorsque un composé qui est normalement dissous, autrement dit qui se trouve en solution, décide d'un coup de ne plus être en solution et de rejoindre ses copains pour former des particules qui petit à petit grossissent, deviennent visibles et éventuellement tombent au fond du récipient qui contient initialement la solution. Alors, quand on dissout un composé en solution, une molécule ou une paire d'ions par exemple, il peut s'y sentir plus ou moins bien. Il y a des circonstances dans lesquelles un composé, lorsqu'il est en solution, et donc entouré de molécules de solvants, va trouver cette situation tout à fait confortable et même si une seconde molécule ou une seconde paire d'ions passe à proximité, en fait, il ne lui accordera que peu d'importance et restera entouré des molécules de solvants. Dans d'autres circonstances, le composé a une situation dans le solvant qui lui est moyennement favorable. Et dans ce cas-là, lorsque le composé est en solution et que on a de la même façon donc des molécules de solvant qui l'entourent et que une seconde molécule identique ou une seconde paire d'ions arrive à proximité, eh bien, on va avoir création d'une liaison faible entre les deux composés et cette liaison peut éventuellement perdurer dans le temps. Cela correspond à la formation d'un agrégat. Cet agrégat peut éventuellement grandir, autrement dit, si sa durée de vie est suffisamment longue, on va pouvoir avoir un troisième éventuellement comparse qui va arriver dans les parages, ici, et venir rejoindre le groupe qui du coup va avoir tendance à grandir petit à petit. Eh bien, c'est à ce type de formation qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Alors, dans ce genre de circonstances, pour prendre une image, c'est un petit peu comme si la molécule était dans une situation où elle aimait bien les copains avec lesquels elle se trouvait, donc les molécules de solvant, mais qu'elle préférerait quand même être avec des molécules comme elle. Du coup, quand une molécule identique passe à proximité, elle lui tend la main, ici, et puis on a une liaison faible qui apparaît. Alors, cette liaison étant faible, elle va être potentiellement rompue par l'agitation du système. Autrement dit, le système ici, composé des deux molécules, va rester lié pendant un certain temps, et au bout d'un certain temps, on va avoir rupture de la liaison, et les deux molécules vont à nouveau s'éloigner. Si la durée de vie de la liaison est suffisamment longue, on peut imaginer avoir un troisième comparse qui arrive et qui vient se mettre à proximité, et qui vient lui-même se lier soit à un, soit à deux composés. Et de proche en proche, on va pouvoir avoir formation d'un petit grain en fait de matière composée de ces molécules. Alors comme j'ai dit juste avant, les liens peuvent être rompus, ce qui veut dire que l'appartenance d'une molécule à ce groupe n'est pas définitive. On peut très bien au bout d'un certain temps avoir une rupture des liens qui l'associent au groupe et un départ de la molécule. Alors ça peut être une rupture simplement d'un lien avec un mouvement de la molécule ou alors carrément des deux liens et à ce moment-là la molécule qui était liée au groupe initialement s'en va éventuellement pour aller rejoindre un autre groupe ailleurs. Donc il y a une dynamique qui s'installe entre le nombre de molécules qui viennent s'associer au groupe et le nombre de molécules qui en repartent. On a toujours cet échange permanent entre les molécules qui viennent et les molécules qui repartent. Ce qui va caractériser le fait qu'on a un précipité, eh bien c'est le fait que la taille de ce groupe-là va avoir une certaine valeur moyenne qui sera suffisamment grande pour que cette particule en fait soit détectable, visible, filtrable dans la solution. Alors, différents paramètres jouent en général sur la capacité d'une molécule présente dans une solution à former un précipité ou non. Donc la première d'entre elles, on s'en doute un petit peu, c'est la concentration de la molécule dans la solution. En effet, si on a une molécule qui est très éloignée des autres molécules, eh bien la probabilité d'avoir les deux molécules ici qui se rencontrent est relativement faible et la probabilité d'en avoir une troisième qui vient s'associer au groupe avant que la liaison soit rompue est d'autant plus faible. En revanche, si on augmente le nombre de molécules dans le même espace ici,
Eh bien, on va augmenter d'autant la possibilité pour cette molécule qu'on avait considérée au début de rencontrer une autre molécule du même type. Du coup, on va augmenter la fréquence des chocs et puisque chaque liaison va avoir une durée de vie à peu près déterminée, on va augmenter la durée totale pendant laquelle une paire va être formée. Donc, on va également augmenter la probabilité d'obtenir une particule plus grosse. Et d'une manière générale, donc plus on va augmenter la concentration de l'espèce en solution et plus la probabilité d'obtenir un précipité, autrement dit ces grosses particules en solution, va être élevée. Alors, comme je l'ai mentionné juste avant, un autre paramètre qui joue un rôle important dans la précipitation, c'est la température. En effet, le lien qui se crée entre deux molécules donc, qui viennent s'associer, il est relativement faible et la température, elle, va jouer un rôle dans l'agitation du système. Plus la température va être grande et plus ce système va être agité jusqu'à ce que l'agitation soit telle qu'elle permette de rompre la liaison qui lie les deux particules. Donc, d'une manière générale, si on va avoir formation d'un précipité, eh bien, on va avoir intérêt à abaisser la température du système afin de diminuer l'agitation des petites particules qui se forment et d'augmenter leur durée de vie, donc d'augmenter potentiellement la taille qu'elles peuvent atteindre et donc la formation du précipité. Alors, d'un point de vue physico-chimique, la grandeur qui va nous servir pour caractériser la possibilité d'avoir apparition d'un précipité ou non dans une solution donnée, c'est ce qu'on va appeler la solubilité. La solubilité va caractériser la quantité maximale de composés ou de molécules que l'on peut mettre dans la solution sans qu'on ait apparition d'un précipité. Si on essaie de dépasser cette valeur, eh bien on va en fait avoir apparition du précipité ou si on est en train d'essayer de dissoudre le composé solide en solution, eh bien le composé solide supplémentaire qu'on ajoute va rester à l'état solide. Donc si on veut schématiser graphiquement à quoi ça ressemble, eh bien on peut considérer un récipient dans lequel on a une certaine quantité de liquide, ici, et puis on va essayer de rajouter dans ce récipient eh bien, du composé initialement solide de façon à le dissoudre. Donc on va en rajouter une petite partie, on le met en solution et ce composé va se dissoudre. Puis on en rajoute encore un petit peu, le composé va se dissoudre. Et quand on arrive à la limite de solubilité de ce composé dans ce solvant, eh bien si l'on rajoute encore un peu de solide, ce solide va juste tomber au fond et va rester sous forme solide. Voilà pour le principe. Alors maintenant en termes de quantification, autrement dit en termes de mesure de cette solubilité. Là, il y a différentes façons de procéder et ça dépend grandement du domaine dans lequel vous travaillez. Alors, l'idée est toujours la même, c'est de indiquer la quantité maximale de produits à dissoudre que l'on peut introduire dans une quantité donnée de solvant. Simplement, la façon de quantifier cette quantité de produits et cette quantité de solvant diffère suivant l'utilisation que l'on fait de cette grandeur. Alors, une première possibilité, c'est d'indiquer la solubilité en mol par litre. Donc à ce moment-là, ce que cela signifie, c'est que l'on considère un volume d'1 litre de solution et la quantité en mol indique la quantité maximale de composés que l'on peut voir apparaître dans ce litre de solution sans qu'il n'y ait de précipité. Autrement dit, si on a une concentration qui est inférieure à cette limite, on aura un composé totalement dissous. En revanche, il ne sera pas possible de dépasser cette concentration limite. Une autre façon d'indiquer la solubilité, cette fois, c'est en grammes par litre. Alors cette fois, ça indique la même chose, simplement au lieu d'avoir des moles, on a des grammes. Autrement dit, considérant 1 litre total de solution, cette masse-là correspondra à la masse maximale de composés qu'on est susceptible de pouvoir trouver dans ce litre de solution. Alors la troisième unité que je vais vous présenter est une unité qui est beaucoup plus utilisée dans l'industrie et dans le génie des procédés, puisqu'elle permet de définir en fait la quantité de solvant qu'il est nécessaire de choisir pour pouvoir dissoudre une masse donnée de composés solides. Ou dans l'autre sens, ayant une masse de solvant donnée, on peut déterminer quelle est la masse totale de soluté qu'on peut introduire dans cette masse de solvant. Donc ça sera exprimé en par exemple grammes par kilo. Voilà, donc en grammes de soluté que l'on peut dissoudre dans 1 kg de solvant. Et la différence par rapport aux deux autres unités qu'on a juste au-dessus, c'est que cette quantité s'ajoute à la quantité à laquelle on se réfère. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait défini un volume d'1 litre de solution totale, et ce que l'on regardait, en fait, c'était la quantité de soluté qui était présente dans ce litre. Ici, cela définit en fait que pour 1 kg de solvant,
eh bien, on va pouvoir rajouter à ce kilo de solvant une certaine quantité de composé à dissoudre qui est définie en grammes ici. Autrement dit, la quantité totale de solution à laquelle cela correspond est la somme des deux masses que l'on additionne ici. Alors, au-delà de ces trois façons directes de définir la solubilité, il y a également une autre façon de définir la solubilité qui est le produit de solubilité. Donc ça, c'est plutôt utilisé en chimie. On va en fait définir la quantité maximale tolérable de composés dans la solution à travers la valeur du produit des concentrations des composants du soluté en question. Donc par exemple, si on a un composé moléculaire qui se dissout, on aura simplement la concentration du composé moléculaire ici qui sera égale à une certaine valeur. Donc on va noter ça Ks comme étant le produit de solubilité. Si on a un composé qui se dissout sous forme de sel, donc par exemple du sel de table, NaCl, à ce moment-là, le produit de solubilité sera défini comme étant le produit des concentrations des deux ions constitutifs du sel de table dans la solution une fois qu'on a atteint la limite de solubilité du composé. Alors d'un point de vue tabulation de données, ce qui est donné dans la littérature, c'est pas directement le produit de solubilité Ks, mais son équivalent logarithmique décimal, ce qu'on appelle le pKs, qui est égal à moins log décimal de Ks. Alors, nous ici, on est dans une composante plutôt génie des procédés, donc on va essentiellement utiliser comme grandeur de solubilité le gramme par kilo de solvant, ou ce qui est également utilisé, le gramme de composé à dissoudre par 100 grammes de solvant. Voilà, donc là, on a fait un petit peu le tour des principes physico-chimiques qui sont sous-jacents au phénomène de précipitation, qui va nous permettre de séparer en fait différents composants d'une solution a priori homogène initialement. Là, on va maintenant se pencher un petit peu plus sur comment on va mettre ça en œuvre en pratique, c'est-à-dire que nous, le but ici, c'est d'essayer de développer une technique qui va permettre de séparer les composants d'un mélange. Donc, on va essayer de voir ce qui est important finalement dans les propriétés de solubilité du composé qui nous intéresse et qui nous permettront justement d'atteindre cet objectif de séparation. Alors, une façon pratique de représenter les propriétés de solubilité d'un composé, notamment en fonction de sa température, c'est de tracer un graphique pour lequel on va avoir en abscisse justement la température du mélange, donc en degrés Celsius, la plupart du temps c'est l'unité qui va être utilisée. Et puis en ordonnée, on va avoir différentes choses, donc par exemple la solubilité. Voilà, donc j'ai mis la solubilité ici en grammes de composé par 100 grammes de solvant. Alors, il existe différents types de courbes suivant les composés qu'on considère. Nous ici, on va en prendre une qui a une forme relativement simple, de façon à illustrer les éléments importants du phénomène de précipitation. Alors, par exemple, ici, on va prendre une courbe qui ressemble un petit peu à celle du sel de table. Voilà. Donc c'est le type de graphique qu'on va rencontrer et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que pour une température donnée ici qui serait fixée, si on choisit un point qui est dans ce secteur-là, autrement dit pour lequel on a mis en solution une quantité en grammes par 100 grammes de solvant qui est relativement faible, eh bien on va être en dessous de la limite de solubilité et donc le composé sera intégralement dissous. Voilà, donc ensuite, si on part de ce point et que l'on augmente la quantité de ce composé que l'on essaie de dissoudre dans la même quantité de solvant, forcément la quantité de composé par rapport à la quantité de solvant augmente. Et on va procéder ainsi jusqu'à ce qu'on atteigne cette fameuse courbe dont on parlait tout à l'heure. Lorsque cette courbe est atteinte, en fait, c'est le moment où justement on voit apparaître le précipité. Autrement dit, c'est le moment au-delà duquel le solide qu'on ajoute n'est plus dissous, mais reste sous forme solide. Donc, toute la zone qui est ici en haut, c'est la zone d'existence du précipité. Alors, un élément extrêmement important dans la lecture de cette courbe, c'est que ici, par exemple, si on augmente encore la quantité de composés solides qu'on ajoute, donc formellement, on va augmenter la quantité de composés solides par rapport à la quantité de solvant, donc on va se déplacer dans cette zone du diagramme. Dans cette zone du diagramme, on vient de dire qu'on était au-delà de la limite de solubilité, donc forcément le composé restait en partie solide en solution. Par contre, ici, on a une information importante qui est que la solution qui est au-dessus de ce composé solide, qui est en équilibre avec lui, a forcément la composition
qui correspond à ce point-là, qui est le point de la courbe de solubilité. Physiquement, pour le comprendre, c'est assez simple. Imaginons qu'on ait d'un côté donc, le solide, et puis de l'autre la solution avec une partie du solide dissous dans cette solution. Et imaginons qu'on se trouve dans cette zone ici pour cette solution, c'est-à-dire en dessous de la zone de solubilité. Et bien forcément, le solide qu'on a mis en contact avec cette solution va souhaiter rentrer dans la solution et donc être dissous. Autrement dit, spontanément, la solution va évoluer vers ce point. Autrement dit, à partir du moment où on a existence de composés solides qui est en contact direct avec la solution, forcément, la composition de la solution est celle définie par le point qui se trouve sur la courbe de solubilité. Alors maintenant, concrètement, comment on va pouvoir exploiter ces propriétés-là pour réussir à sortir de la solution qu'on a au départ. Donc on peut imaginer qu'on a une solution parfaitement homogène, autrement dit tout le solide est dissous en solution. Comment on va pouvoir utiliser les propriétés de cette courbe pour essayer de sortir sous forme solide un maximum du composé qu'on souhaite extraire. Alors juste petite parenthèse, quand on fait ça, on peut avoir deux objectifs. Soit diminuer la quantité du composé qui précipite de la solution et récupérer du coup le solvant avec une quantité de composé dissous qui soit moindre, ou on souhaite récupérer le composé solide. Les deux possibilités sont envisageables. Et bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de se positionner donc sur la courbe et d'aller le plus loin possible au-delà de la courbe dans la zone d'existence du précipité. Par exemple, imaginons qu'on débute avec un mélange dont la composition est celle-ci. Donc avec la température qui est indiquée ici en abscisse, et puis la composition de la solution qui est obtenue ici. On voit ici que par la position qu'occupe le système dans le graphique, cette solution-là correspond forcément à une solution pour laquelle tout le composé qui nous intéresse est dissous. Eh bien, une première stratégie possible pour récupérer du solide, ce sera de simplement refroidir la solution. En refroidissant la solution, on ne va pas modifier la composition globale du mélange dont on part, donc on va simplement se déplacer de manière horizontale sur ce graphique jusqu'à rejoindre la courbe de solubilité. Lorsque cette courbe est atteinte, eh bien on va voir apparaître du composé solide. Et ensuite, si l'on continue de refroidir la solution, on va rentrer cette fois-ci dans la zone d'existence du composé solide et on va avoir de plus en plus de précipité qui va apparaître au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la courbe, ici, puisqu'en fait, parallèlement, ici, la quantité de solide qui a le droit d'être dans le solvant diminue. La quantité de solvant, elle, ici, n'a pas bougé, puisqu'il n'y a pas eu d'évaporation ou autre, on a juste refroidi le système. Donc comme la quantité de solvant reste la même, mais que la quantité de composé qui est autorisée à être dans le solvant, elle, diminue, et bien le complément, lui, précipite et on le retrouve sous forme solide. Alors une seconde possibilité consiste à circuler cette fois-ci non pas horizontalement mais verticalement dans ce graphique. Alors comment on fait ça? Eh bien simplement on va partir d'un point dont la composition est par exemple située ici. Donc on a la température qui est indiquée ici en dessous, la composition globale qui est obtenue ici. Et puis ce que l'on va faire, c'est qu'on va éliminer du solvant. Et en éliminant du solvant, on va conserver la quantité de sel ou de composés solides dissous présente ici. Par contre, on va diminuer la quantité de solvant disponible pour ce composé solide. Si bien qu'on va progressivement se déplacer dans cette direction sur le graphique jusqu'à atteindre la courbe de solubilité. Et puis, si on continue à éliminer du solvant, on va voir apparaître du précipité. Et comme la quantité de solvant disponible est de plus en plus faible et que la quantité de solide qui a le droit d'être présente dans le solvant, elle, est stationnaire, ne bouge pas, et bien forcément la quantité totale de ce solide dissous, elle, va diminuer aussi en même temps que la quantité de solvant. Alors techniquement, il existe différentes techniques possibles pour éliminer le solvant sans toucher à la quantité de composés dissous. La plus fréquente de ces techniques, c'est la technique de l'évaporation. On va en fait partir du mélange ici et on va le porter à ébullition. Et en faisant cela, on va en fait évacuer le solvant sous forme de vapeur, le composé solide restant lui piégé dans le récipient dans lequel se trouve le solvant liquide.
Alors c'est une technique qui ne marche pas nécessairement à tous les coups, puisque suivant la composition du mélange qu'on a au départ, eh bien on va éventuellement avoir des pertes du composé que l'on souhaite faire précipiter qui vont partir avec la vapeur de solvant. Hein, c'est à ce moment-là on parlera plus de concentration par évaporation comme ce serait le cas ici, et on aura plutôt affaire à une distillation qu'on verra dans un cours ultérieur. Alors un petit exemple simple de cas de figure où on a utilisé donc l'évaporation du solvant pour concentrer la solution et ainsi obliger le composé qui nous intéresse à précipiter. Donc on va partir d'un mélange qui contiendrait ici 4 kg de solvant et dans la même solution on va mettre 1 kg de composé solide. Autrement dit on a un total ici de 5 kg de solution et des titres massiques qui sont respectivement de 20% pour le composé qui nous intéresse et de 80% pour le solvant. Alors dans le cas présent, on va supposer que la solubilité du composé est de 50 g de composé par 100 g de solvant. Alors ça veut dire que si on veut voir apparaître un précipité, il va falloir diminuer la quantité de solvant suffisamment pour qu'on atteigne cette limite et qu'ensuite on puisse récupérer le solide. Alors imaginons ici que notre objectif soit de récupérer 80% du composé solide. Donc on souhaite sortir 80%, autrement dit ici 800 g, de composé solide et ne laisser dans la solution que les 20% restants, autrement dit 200 g de composé solide. Alors pour que ça marche, eh bien, il faut que la quantité de solvant qu'on a en face avec ce composé en solution corresponde exactement à la solubilité. Or la solubilité ici elle est de 50 g de composé solide par 100 g de solvant. Autrement dit, pour avoir en solution 200 g de composé solide, eh bien, il nous faut 400 g de solvant. Ça signifie que la totalité du reste du solvant a été éliminée. Donc ici, on avait initialement 4 kg de solvant, il nous en reste 400 g. Donc on a éliminé 3600 g de solvant. Voilà, donc ça c'est ce qui nous reste en solution, c'est ce qu'on appelle les eaux mères. Ça, c'est le composé solide que l'on va récupérer. Donc la partie solide dans un précipité, ce qu'on va appeler le gâteau. Et puis de l'autre côté, on aura donc le solvant qui a été éliminé. Alors on a vu juste avant qu'on pouvait provoquer la précipitation par refroidissement de la solution. On a vu également qu'on pouvait provoquer la précipitation par élimination d'une partie du solvant, ce qui correspond au cas qu'on vient de traiter ici. Ce que l'on n'a pas évoqué du tout pour l'instant, c'est la façon dont on récupère ensuite le précipité à partir de la solution dans laquelle le précipité se trouve. Pour ça, il existe différentes techniques qui sont plus ou moins utilisées, plus ou moins connues. Donc une d'entre elles, c'est simplement la filtration. Donc ça va consister à faire passer sur une membrane filtrante la totalité de la solution. Les eaux-mères vont passer à travers la membrane filtrante et puis le composé solide, lui, va rester sur la membrane et sera récupéré ensuite. Donc cette partie qui reste, c'est ce qu'on appelle le gâteau qu'on a vu juste avant. On peut également utiliser la sédimentation. Donc la sédimentation, ça va correspondre en fait à un temps d'attente pendant lequel on va voir en fait le composé solide qui est constitué de petites particules, on espère suffisamment lourdes. Donc ce composé va se déposer progressivement au fond de la solution globale et du coup on va pouvoir ramasser le composé solide dans le fond de la cuve. Généralement ce que l'on va faire c'est qu'on va éliminer le surnageant qui lui va être pauvre en composé solide et on va progressivement accumuler des sédiments au fond de la cuve jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour que ça vaille le coup de le récupérer. Une troisième technique possible c'est la centrifugation. Alors la centrifugation, c'est un petit peu comme la sédimentation, simplement au lieu de simplement laisser le champ de gravité terrestre faire son travail, eh bien on va utiliser la force centrifuge pour contraindre les particules solides à aller se positionner à l'extérieur de la centrifugeuse.
Voilà, donc on a vu dans cette vidéo les principes physico-chimiques qui sous-tendent le phénomène de précipitation. On a ensuite vu comment on pouvait utiliser ces propriétés physico-chimiques pour séparer deux composés qui étaient initialement les deux composants d'une solution homogène. Et on a finalement vu quelques techniques rapidement qui permettaient d'exploiter ces propriétés de précipitation pour séparer physiquement les homères du solide qu'on était susceptible d'obtenir par précipitation. Alors, je vous invite maintenant à aller mettre tout ça en pratique dans le cadre d'un exercice dont vous trouvez le lien ici, dans lequel on va essayer de fabriquer une quantité donnée de gâteaux à partir de deux solutions dont on connaît les titres massiques. Voilà, donc maintenant c'est à vous de jouer et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!